Eh bien justement, on continue d'en parler avec notre invité Rachid Benzine. Bonjour. Bonjour. Politologue, islamologue, vous avez notamment écrit Le Coran expliqué aux jeunes aux éditions du Seuil et vous êtes co-directeur de la collection Islam des Lumières chez Albin Michel. C'était important ce message du Conseil du culte musulman aujourd'hui, qu'il soit lu et dit dans toutes les mosquées, même si ça n'a pas été le cas dans toutes les mosquées, mais c'était important ce message. C'est important que chacun prenne ses responsabilités là où nous avons la société et le corps social qui a été touché, puisque l'acte terroriste a touché tout le monde, quelles que soient les distinctions en termes de religion ou en termes philosophiques. Et c'est important que les instances cultuelles puissent se démarquer par rapport à ce type de discours et qu'elles fassent aussi qu'elles fassent aussi un travail de critique interne pour lutter contre tous les discours qui peuvent créer des ruptures dans la société française et qui peuvent parfois aller jusqu'à vouloir punir cette société à travers des phénomènes de violence que nous venons de connaître. Critique interne, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il y a besoin, à un moment, on a laissé parfois, dans les mosquées et ailleurs, trop de discours fondamentalistes se développer. Parce que la situation internationale était compliquée, parce que à l'intérieur même de la société, il y avait aussi des discours parfois islamophobes et que cela rendait beaucoup plus difficile la critique interne, parce qu'on disait on est suffisamment attaqué de l'extérieur et quand vous êtes attaqué de l'extérieur, vous avez du mal à faire cette critique interne. Or, aujourd'hui, il y a une libération de cette parole à travers les actes que nous avons vus. Et il suffit de voir, notamment à travers Internet et à travers un certain nombre d'éléments sur les réseaux sociaux, comment des gens de confession musulmane, c'est-à-dire des Français de confession musulmane, sont en train de libérer cette parole. Cette liberté de la parole est plus que nécessaire aujourd'hui et il faut qu'elle soit entendue par tout le monde, parce qu'on dit souvent qu'on n'entend pas les musulmans. Alors là, si on ne les a pas entendus, c'est qu'on devient véritablement sourd. Mais ça veut dire aussi qu'il y avait une espèce de loi du silence. Avant, on savait qu'il y avait des imams salafistes, des mosquées où il se passait des choses, mais on n'osait pas le dire. Alors, il faut faire une distinction entre le fondamentalisme et le djihadisme. Bien sûr. Que tout fondamentaliste ne passe pas au djihadisme. Mais depuis très longtemps, depuis déjà une quarantaine d'années, ce n'est pas uniquement la question française, c'est-à-dire qu'on ne peut pas penser l'islam simplement d'un point de vue national. L'islam est aussi, en tant que religion, en interaction avec ce qui se passe dans le monde entier. Et que les discours qui sont véhiculés dans l'islam ne sont pas uniquement des discours issus de l'Hexagone. Ce sont aussi des discours qui sont véhiculés de l'extérieur et qui viennent notamment à travers les réseaux sociaux. Et il y a un certain nombre de discours depuis une quarantaine d'années où on crée une frontière entre le « eux » et le « nous », parfois des discours qui peuvent aller jusqu'au dénigrement, des discours qui peuvent être vus comme une menace physique et parfois comme une menace symbolique. Et tous ces discours qui ont créé des ruptures, on n'osait certainement pas les dénoncer parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait cette pression de l'extérieur. Et donc, quand vous avez une pression de l'extérieur, il est très difficile de faire... Et maintenant, ça c'est fini, ça, depuis vendredi. On l'espère que c'est fini, mais en tout cas, ça a libéré la parole. Il y a un avant et un après. Simplement pour vous donner deux exemples, entre le cas de janvier avec Charlie Hebdo, la liberté d'expression et les pires cachers, et ce qui se passe aujourd'hui, nous avons basculé de monde. Nous avons basculé en termes, je dirais, de vision. Autant, parce que, pardon, mais en janvier, il y a eu je ne suis pas Charlie, on en a vu. Hein, oui, alors que là, bon, évidemment, plus du tout. Plus du tout, parce que le regard n'est absolument pas le même. Si on peut dire qu'en janvier, on s'est attaqué à ce que nous sommes à travers la liberté d'expression et la diversité de la société française, là, aujourd'hui, on s'attaque à ce que nous faisons. Ce n'est pas du tout la même chose. Et ce que nous faisons, c'est à la fois ce corps social, et on a bien vu que cette idéologie, elle peut se retourner contre tout le monde. Et aujourd'hui, pratiquement, il y a une espèce d'unanimité, de condamnation, et c'est important que cette voix qui était là puisse se faire entendre. Et alors, ces attentats-là, même si c'est peut-être un peu délicat de le dire, mais cet islam prôné par ces djihadistes, est-ce que ces faits-là menacent votre religion ? Oui, tout d'abord, moi j'interviens ici en tant que chercheur et donc du coup pas simplement en tant que musulman, mais ce qu'on en voit depuis une quarantaine d'années, c'est que les sociétés où la majorité est musulmane sont traversées par des phénomènes de violence et que ce phénomène de violence finit par toucher la religion même en tant que spiritualité. Et donc on a une idéologie religieuse qui devient, je dirais, un grand risque pour l'islam traditionnel, l'islam des gens tel qu'il est vécu au quotidien. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, à l'intérieur du monde de l'islam, il y a une véritable guerre religieuse, à la fois entre le monde sunnite et le monde chiite,
et aussi à l'intérieur du monde sunnite, entre les frères musulmans, le wahhabisme qui est prôné depuis l'Arabie saoudite à coup je dirais, de pétrodollars et des milliards d'investissements pour diffuser aussi ce type d'idéologie qui vient contrer l'islam traditionnel, l'islam quand même des grandes familles en France, et c'est pour ça que notre plus grande protection, ça reste encore les familles musulmanes. Il faut absolument les inclure dans l'unité nationale parce que nous en avons besoin. Et il est important aussi de rappeler que dans l'armée, 10% je dirais, des gens qui s'engagent sont de confession musulmane. Dans l'armée française. Dans l'armée française. Comment est-ce que vous qualifieriez Daesh de secte de quoi? Qui prône la mort, qui se réjouit de la mort? C'est quoi? Tout d'abord, je voudrais dire que Daesh est d'abord une fabrication, une production de notre présent. C'est très important, c'est à la fois nous, dans notre politique internationale vis-à-vis de tout cet espace-là, et en même temps des sociétés avec un discours idéologique islamique radical. Donc c'est la conjonction de ces deux éléments. Et ensuite, ce qu'ils cherchent, c'est simplement à faire imploser toutes les sociétés. Et c'est pour ça que c'est très important dans la manière dont nous allons parler de la composante musulmane de la société française. Parce que plus elle sera mal vue, et plus il y aura des replis, et plus il y aura des ruptures, et plus Daesh va en profiter. Et c'est très important parce que Daesh cherche absolument à diviser l'ensemble de la société française et que la manière dont nous allons nous parler les uns et les autres va être fondamentale pour la suite de notre société. Oui, donc les semaines à venir sont cruciales. Vas-y. Il nous reste peu de temps justement, mais on voulait juste vous faire réagir à quelque chose parce qu'on va parler musique dans un instant avec le pianiste Alexandre Tarot. C'est vrai que des islamistes fondamentalistes et surtout les djihadistes condamnent la musique. Par exemple, un imam d'une mosquée à perquisitionné aujourd'hui à Brest. Voilà ce qu'il dit: celui qui aime la musique, il y a un risque qu'Allah le transforme en singe et en porc. Qu'est-ce que vous répondez? Je trouve que d'abord c'est un discours rhétorique qui existe déjà depuis 40 ans. Et que c'est un discours que les musulmans doivent condamner à l'intérieur, parce que ce n'est pas normal de tenir ce type de discours. Mais il faut faire la distinction entre un discours fondamentaliste dévoyé et un passage à l'acte en termes de violence. Et je pense que ce type de discours crée des ruptures à l'intérieur du vivre ensemble, et il faut le combattre pour le vivre ensemble. Mais je ne pense pas qu'il y ait de lien direct entre ce type de discours et le passage au djihadisme qui suppose d'autres processus. Mais ce n'est pas dans le Coran. Non, non, ce n'est pas dans le Coran, et même si c'était dans le Coran, il faudrait peut-être le reprendre aussi autrement, mais là, nous avons vraiment affaire à de l'idéologie contemporaine. C'est pour ça qu'il est très important de bien connaître l'histoire de l'islam en tant que fait d'histoire, et pas simplement en tant que fait de religion. Et ça, la République se doit de faire ce travail à l'école, une approche historique, laïque, du fait religieux islamique. Est-ce que ce soir, les salafistes, les jusque-boutistes, les djihadistes ont un peu peur, c'est-à-dire commencent à sentir qu'on ne les suit plus? Alors, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui, à l'intérieur des différentes communautés musulmanes en France, même s'il ne faut pas parler de communauté, parce qu'il n'y a qu'une seule communauté qui est la communauté nationale, mais à l'intérieur des groupes musulmans, il y a un véritable débat. Mais encore attention à notre emballement médiatique et à notre emballement de justice, parce que parfois, à force de faire des perquisitions comme ça, et ce serait très intéressant de voir ce que ça va donner. Et j'ai peur que face à la précipitation, parce qu'il faut rassurer l'espace public et les Français, qu'on fasse des erreurs et qu'on stigmatise davantage toute une partie de la population, et c'est ce que cherche absolument à faire Daesh. Donc les semaines à venir, on l'a bien compris, seront cruciales donc pour la France. Merci beaucoup Rachid Benzine d'avoir accepté notre invitation ce soir.